Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte des villes et des maisons dites intelligentes. De la smart grid électrique d'Issy-les-Moulineaux en France, aux rues connectées de Santander en Espagne, en passant par l'intérieur des maisons et la domotique. Des smart cities où les technologies améliorent les transports, l'énergie, voire le rapport entre les citoyens. Mais à quoi ressemblent vraiment ces cités connectées? Suivez le guide. Les villes n'occupent aujourd'hui que 2% de la surface de la Terre, mais d'ici 2050, elles accueilleront 70% de la population mondiale. Conséquence, elles seront à l'origine de 80% des émissions de CO2. Dans le sud de Paris, la commune d'Issy-les-Moulineaux anticipe déjà ce changement. Depuis plusieurs mois se construit un écoquartier sur cette forteresse du 19e siècle et fait rimer numérique avec environnement. Bonjour Éric Le Gall. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Issy-Média, c'est la structure qui s'occupe de l'innovation et de la communication pour la ville d'Issy-les-Moulineaux. Nous sommes donc dans le cœur de l'écoquartier du Fort d'Issy. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Le Fort d'Issy, c'est un concentré d'innovation. C'est l'exemple même de la vision que nous avons de la ville de demain. C'est-à-dire c'est une zone résidentielle avec plus de 1600 logements, où vous avez à la fois beaucoup de technologies, c'est-à-dire que les appartements sont connectés à la fibre optique, ils sont dotés d'équipements domotiques, vous pouvez payer vos stationnements par téléphone mobile dans le quartier, mais aussi très attentif à l'environnement. Ici, tous les besoins énergétiques sont assurés par la géothermie, donc une écologie totale, puisque c'est une énergie renouvelable. Les déchets sont collectés par pneumatique, donc pas de camions poubelles à l'intérieur du quartier, donc pas de circulation et de trafic nuisible. Et une attention tout le temps sur les équipements publics, à l'environnement. Par exemple, on a une école entièrement construite en bois et en paille, c'est une première en France, et on essaye de faire ça sur tout le quartier, sur tous les équipements publics sur lesquels on travaille. Et derrière toute cette technologie, c'est aussi de l'humain qui se cache. Comment est-ce que ces cités connectées améliorent le rapport entre les citoyens? Une ville, c'est pas connecté. Une ville, c'est d'abord une communauté d'hommes et de femmes qui la font vivre. Elles sont toutes différentes parce que les hommes et les femmes qui la composent sont tous différents. Et donc, bien sûr, c'est d'abord eux qui sont le plus importants. Mais encore une fois, le Fort d'Issy, c'est un bel exemple parce que ici, les gens, les résidents, se sont constitués quasiment en groupement autour d'un bloc citoyen. C'est-à-dire que c'est le bloc du Fort d'Issy, où ils partagent à la fois leurs bons plans, leurs idées, leurs projets, leurs questions. Ils interpellent parfois la mairie. C'est vraiment l'exemple même de ce qu'on peut imaginer de la ville du XXIe siècle. C'est-à-dire des gens plus engagés, groupés entre eux et qui travaillent main dans la main avec la mairie, qui sont coproducteurs finalement de leur avenir. Alors, c'est évidemment un projet de grande ampleur, que ce soit en termes financiers ou que ce soit dans le temps. Comment est-ce qu'on anticipe l'obsolescence programmée des installations ? Évidemment, pour éviter ce genre de problème que l'on connaît tous, on a écrit un cahier d'objectifs. Et dans ce cahier d'objectifs, on n'a pas fait de parti pris technique. C'est-à-dire qu'on a dit il faut que les appartements soient, par exemple, reliés au plus haut débit possible au moment où ils seront livrés. Donc évidemment, ça nous évite de tomber dans ce genre de problème. Mais aujourd'hui, dans les logements, quand vous avez de la domotique, ce sont des appareils qui vont vieillir. Mais il y a des contrats de maintenance avec les sociétés privées qui s'en chargent. Et ça, on l'espère en tout cas, vivra au fur et à mesure comme ça. Mais c'est un vrai défi. Il faut qu'on soit vraiment attentionné là-dessus. Issy-les-Moulineaux, c'est donc une ville pionnière dans le concept des Smart Cities, mais vous faites partie d'un grand ensemble, le Grand Paris. Comment est-ce qu'on anticipe le futur connecté à plusieurs ? Par principe, de toute façon, ce que nous faisons à l'échelle d'un quartier, c'est un concentré qui est appelé à être exemplaire et donc à se déployer ailleurs. On commence déjà aujourd'hui avec la collecte pneumatique des déchets qui commence à être testée sur d'autres zones du Grand Paris, mais aussi sur la domotique qui commence à venir dans d'autres résidences. En montrant l'exemple, on fait en sorte qu'on avance plus vite avec l'ensemble, mais de toute façon, ça n'a du sens que si les métropoles entières sont engagées dans ce mouvement. Merci Éric Le Gall. Et on quitte un instant les rues d'Issy-les-Moulineaux pour celle de Santander. La ville espagnole est littéralement hyper connectée. Des capteurs se cachent partout pour aider ses 180 000 habitants dans leur vie quotidienne. En arrivant à Santander, après le charme de la côte espagnole, apparaît une autre particularité. La ville est bardée de capteurs électroniques. Il y en a à tous les coins de rue avec leurs antennes relais, sur les bus, dans les taxis, jusque dans la chaussée. En tout, près de 20 000 qui transmettent en continu toutes sortes d'informations.
Qualité de l'air, température, intensité sonore pour dresser la carte des zones rouges les plus bruyantes. Ils surveillent aussi la densité du trafic routier et offrent des services concrets. L'aide au stationnement en pleine rue par exemple. Dans ce secteur, on voit qu'il y a 13 places. Bon, maintenant, il y a 12 places libres. Et dans cette rue, il y a 3 places qui sont libres. Au bout des rues, un panneau indique en temps réel les places disponibles. Inutile de tourner au hasard pendant des heures. Les transports publics aussi sont connectés. Chaque bus a sa balise de suivi. À tout instant, sa position est indiquée. Il suffit de scanner la vignette de l'arrêt de bus avec son smartphone. Ça y est. Et on obtient toutes les informations. En 3 minutes, le bus numéro 3, il va y arriver. Il est à une distance environ de 624 mètres. Les services publics de la ville aussi sont connectés pour une gestion plus intelligente. Nous sommes maintenant dans le plus grand parc de Santander et là encore, les capteurs ont leur place. Ici, l'éclairage public est réduit à son strict minimum la nuit, sauf quand les capteurs détectent une présence. Et ce n'est pas la seule économie qu'ils permettent. Venez voir. Car en plus de l'électricité dans ce parc, on cherche aussi à économiser l'eau. Et là encore, ce sont des capteurs implantés dans le sol qui mesurent le taux d'humidité. On n'arrose que si c'est nécessaire. En pleine crise, il est fondamental d'utiliser au mieux l'argent public. Et la technologie nous permet cela, d'optimiser le fonctionnement des services publics, faire plus avec moins. D'après les premiers résultats, l'éclairage public connecté permet près de 50% de consommation électrique en moins. Et Santander compte bien développer encore le principe. Bientôt, tous les services publics seront équipés, mais Santander est déjà souvent considéré comme la ville la plus connectée du monde. Retour à Issy-les-Moulineaux, où le réseau électrique connecté bénéficie aux habitants, mais aussi aux entreprises implantées sur le secteur, comme Microsoft. Et on se retrouve ici, à l'Explorer, l'appartement connecté de Microsoft. Et c'est avec vous, Guillaume Gralet, évidemment. Des maisons connectées, des maisons intelligentes. On en parle depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Une maison connectée, c'est une maison que vous pouvez piloter à distance, à travers une télévision, une tablette, également un smartphone. Toutes les pièces de la maison sont accessibles très facilement. Là, j'accède au bureau, à la terrasse, à la chambre aussi. Et puis, ça va vous permettre de contrôler des fonctions très simples. Par exemple, arroser une plante à distance, changer la lumière. Si vous avez oublié de l'éteindre en partant au bureau, vous allez pouvoir tout simplement corriger ça de votre travail. Surtout, vous allez pouvoir surveiller à distance si quelqu'un, à travers des applications comme SmartThings, vient chez vous, fait une intrusion chez vous, vous saurez exactement à quel moment. Ça va vous permettre également de gagner du temps. Vous rentrez dans une demi-heure, vous allez pouvoir changer la température avec des appareils comme Nest, qui sont des thermostats connectés. Il a déjà permis, depuis sa mise en fonction en 2011, d'économiser l'équivalent de la consommation électrique de 100 000 foyers aux États-Unis. Enfin, les appareils vont se répondre eux-mêmes. Imaginez, vous jouez un jeu sur Xbox, vous jouez sur FIFA, vous avez envie d'en savoir davantage sur un des joueurs, eh bien, vous allez pouvoir suivre un reportage à la télévision en changeant de pièce. Ça, c'est pour le côté efficacité de la domotique. Maintenant, comme dans toute connexion, il y a aussi des risques inhérents. Quels sont-ils ? Effectivement, Marjorie, on va surtout voir d'abord une explosion des ondes à domicile. Aujourd'hui, seulement 61% des foyers américains sont connectés au Wi-Fi. Il y aura une explosion des ondes RFID également. Ensuite, les données extrêmement intimes, l'heure de votre réveil, de votre douche, ne seront plus uniquement personnelles, mais vont atterrir sur des plateformes. Et surtout, il y a le risque de voir ces données piratées, un petit peu comme dans le jeu vidéo Watch Dogs d'Ubisoft, où si quelqu'un prend par exemple contrôle de votre boîtier Revolve, eh ben, il va pouvoir arroser votre jardin à distance, arrêter le chargement de votre voiture électrique. Bref, on rentre vraiment chez vous. Bon, alors, sans se mettre dans la peau d'un hacker, comment est-ce qu'on peut quand même imaginer le futur de ces maisons connectées ? Le futur nous réserve encore des surprises, Marjorie. General Electric prévoit qu'en 2025, la machine à laver va non seulement nettoyer nos vêtements, va les sécher, mais va également les plier pour nous. Il y aura également d'autres écrans extrêmement surprenants qui vont être très utiles. Par exemple, dans votre salle de bain le matin, votre miroir va regarder l'état de votre peau, va regarder si vous êtes suffisamment hydraté, va vous conseiller par exemple de prendre un verre d'eau, mais également d'autres médicaments. Enfin, lorsque vous allez cuisiner, lorsque vous posez les légumes sur votre cuisine intelligente, eh bien, les plaques vont regarder, vont observer le degré de toxicité de ces légumes et vont vous conseiller, par exemple, de les laver davantage. On voit bien les surprises que nous réserve cet environnement intelligent. On voit également des industriels qui proposent des robots pour en prendre soin, pour tout contrôler. Bref,
un majordome intelligent type Jibo, imaginé par le MIT. Ça promet, merci Guillaume. Des maisons toujours plus smart, toujours plus green à Versailles. Des étudiants rivalisent d'idées pour rendre nos habitats moins gourmands en énergie, quand des startups, elles, s'intéressent à nos intérieurs. C'est ça aussi, le futur des maisons connectées. Dans les pays développés, le nombre d'objets connectés sera multiplié par 5 d'ici 2020. Un marché qui devrait représenter jusqu'à 5 000 milliards d'euros. Cette entreprise parisienne en a bien conscience. Dans son sous-sol se cache la maison du futur. Alors cette cuisine interactive va me permettre d'afficher ici mes recettes de cuisine. Un clavier qui réagit au son du doigt qui claque sur la table, mais aussi une plaque à induction intelligente qui prévient le locataire en cas de danger. Au moment où je m'en vais, la maison va me prévenir que... Attention, vous avez laissé un plat sur le feu. La maison de demain, c'est aussi une maison écologique. À Versailles, des étudiants du monde entier ont présenté des projets allant dans ce sens. Voici la maison prototype de jeunes Taïwanais. Ils ont imaginé des espaces de vie séparés par des murs d'orchidées. Les plantes vertes rejettent l'oxygène le jour et les orchidées le font la nuit. Ça permet de renouveler l'air de la maison en permanence. Dans cette maison, rien ne se perd, tout se recycle, comme ces parois, des bouteilles d'eau en plastique pour réguler la température. L'eau absorbe la chaleur et la garde. C'est une propriété naturelle de l'eau et elle libère la chaleur plusieurs heures après. Matériaux écologiques, panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaire, au total 20 maisons 100% durables. Certaines d'entre elles ne sont que des projets d'étudiants, d'autres ont déjà trouvé acheteur. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine dans TAC 24.